Ok. Salut les amis, écoutez, bienvenue pour un nouvel épisode de Duel Time. Je suis très excité à l'idée d'accueillir Jean-Luc, qui nous vient tout droit de Haute-Loire, près de Saint-Étienne, avec une des montres les plus désirées sur le marché. Imaginez une marque qui n'est pas encore venue sur la chaîne, qui commence par un B, une Breitling Navitimer Cosmonaut, une vintage de 1974, mais figurez-vous que Jean-Luc, il l'a acheté neuve en 1974. C'est parti. Xavier de m'accueillir chez toi, hein, c'est très gentil. Oui, c'est une longue histoire, cette montre. Ouais, Timer, achetée neuve en 74, très rapidement, hein, parce que tu auras sûrement des questions à me poser, puis tu m'interromps si tu ouais, veux. vas-y. En Pendant, fait, pendant que tu en parles, je la montre. ouais, à l'aube de mes 25 ans, je voyais venir le cadeau classique, genre la jolie bague, la chevalière, des choses de cet ordre, et ça, je pouvais pas du tout le voir, et j'ai orienté le choix de mes parents, de celle que est devenue mon épouse, puis d'autres, vers les chronos. J'avais une Yamaha avant, une Yamaha Sea Hunter, et je voulais quelque chose qui évoque l'espace, l'aviation. Ouais. Et, et bah, j'étais très orienté Breitling. Je connaissais aussi Omega, la Spin Master, mais paradoxalement, je la connaissais moins parce que il y avait de la publicité qui passait plus souvent avec Breitling sur le côté espace, hein, avec Scott. Dans publicité qui passait où? À la télé? Dans la Bah, presse? non, je regardais. Bon là là, pardon, hein, j'étais un affreux. Je regardais pas la télé. Mes parents n'avaient pas la télé. Les magazines que je regardais, c'était plutôt genre Science et Vie, tu vois. Et dans Science et Vie, à l'époque, bah, ils ciblaient peut-être par rapport à la clientèle future des gens qui s'intéresseraient à ça. Et Yema avait passé une pub, Breitling avait passé plusieurs pubs, et c'est ce qui m'avait attiré. Et puis aussi parce que je connaissais quelqu'un qui en avait une peut-être. Et c'est comme ça que finalement l'idée est venue vers le Navitimer, mais Tu pas avais, n'importe tu avais quel lequel. âge? Tu avais quel âge à l'époque, Ah, Jean-Luc? bah, c'était pour mes 25 ans, cet achat-là, donc c'était entre 24 et 25, on va dire. À D'accord. peu près. Et bon, bah donc c'était décidé sur ce modèle cosmonaute. Mais là où c'était encore plus compliqué, c'est que j'ai vu qu'ils avaient un cadran 24 heures. Alors à Ouais. l'époque, j'étais prof de maths. Donc il y avait quelque chose qui m'amusait beaucoup d'avoir une montre que personne ne pouvait lire. C'était comme un Et oui, réveil. parce que, attends, j'espère que tu vas Ouais, quand même nous bon, hein. décrypter. Là, il y a combien? Il y a au moins 10 cadrans en termes de règles à calcul Oui, sur un cadran de Navitimer? eh ben c'est ça. Et comme j'utilisais la règle à calcul, je savais me servir. J'avais pas de mérite à l'époque. En 74, il n'y avait pas encore d'ordinateur, hein. Mon premier ordinateur à la maison, son Apple II, c'est 77. Donc il n'y avait pas d'ordinateur. Et donc je savais me servir d'une règle à calcul droite. Et c'était pas très difficile de servir d'une règle à calcul circulaire. Donc je savais me servir de cette règle à calcul, ce qui me donnait un petit plus par rapport à cette montre. Je savais la faire tourner dans tous les sens, calculer. Je m'en suis très souvent servi pour étalonner des compteurs de voiture, par exemple. Aujourd'hui, on a des GPS. On ne va pas s'embêter pour savoir si le compteur il fait cadeau de combien. Mais avec ça, j'étalonnais précisément mes compteurs de voiture, puisqu'en temps de secondes de kilomètres, je tournais enfin, c'est expliqué hein, sur mon site et puis partout ailleurs. Je tournais, je disais, je roulais à 142 km/h précisément. Donc c'était ce côté novateur, ce côté espace, ce côté pilote. Peut-être que c'est une compensation parce que j'ai pas été astronaute, hélas. Pourquoi? C'est quelque chose que tu aurais voulu embrasser comme carrière? Ah oui, bien sûr, je voulais être astronaute, hein. Je me souviens de l'arrivée d'Apollo sur la Lune. Chez nous, dans notre maison, on a fait une grande fête l'été dernier, le 20 juillet, et je viens de sortir un bouquin sur les musées de l'espace. C'est pas pour rien. En relation avec Breitling, parce que au musée de Washington, il y a du Breitling, et puis en relation avec ma Spin Master, que j'ai aussi, bien sûr. Donc j'étais un passionné d'espace, me voyais dans l'espace. Ouais, bon, bah, je suis pas allé parce que j'étais pas assez bon en maths. Il Ouais. fallait être excellent en maths, etc. Je n'avais pas le niveau, loin de là, donc c'était impossible. Tu, J'étais tu, peut-être. tu parlais de ton site internet, je crois que c'est jeanlucmichel.com, c'est ça? Oui, c'est ça, jean-luc-michel-attaché.com. Là, c'est un site portail, et de ce site portail, on a accès à plein de sous-sites ou des sites principaux. L'un sur mes bouquins, Communicance, et puis l'autre sur les montres. Il suffit de cliquer sur montre et il y a le petit site, hein, c'est sans prétention, hein, c'est juste, j'aime bien faire part de témoignages, je le fais aussi pour la photo par exemple. Parfois, ça rend service à des gens. Les montres, je pense pas parce que je suis pas un grand expert. Oui. La photo,
connais un peu plus et ça peut rendre service à des gens par quelle démarche j'ai pris plutôt tel boîtier, tel objectif, etc. Je comprends. Voilà. Est-ce que ça veut dire Jean-Luc, que les photos, là, les superbes visuels qu'on voit de ta Breitling, c'est toi qui les as fait? Ah oui, bien sûr, oui, Ouais. oui, c'est moi. Oui, oui. Elle est vraiment, elle est dans son jus. Elle a un peu, je vais utiliser un terme. Dis-moi si tu es d'accord. Une histoire un peu rocambolesque parce que tu me racontais que tu l'avais cassée plusieurs fois, Et hein? oh oui, bah ça a été bon. Contrairement à d'autres, attention, moi je suis pas du tout dans le yaka, le jugement, etc. Mais je sais qu'il y a des gens qui achètent des montres pour les contempler, d'autres pour les placements, mais ça m'intéresse pas. Mais juste pour les contempler, que pas les abîmer. Moi, cette montre-là, ça a été pendant 40 ans ma seule montre. J'en avais pas d'autre. J'avais ce chrono et mon Yema, je l'avais passé à mon papa. Parce que c'est toujours le Mais papa qui fait. normalement, ça se passe pas dans ce sens-là. Eh ben non, mais quand je me suis acheté ce chrono, mon père n'avait pas de montre à ce moment-là. Je lui ai dit, ça te ferait plaisir d'avoir ma Yema? Ouais, il l'a gardé jusqu'au bout. Jusqu'au bout, j'ai des photos de lui avec ma Yema, donc elle est restée dans la famille. Et moi, c'était ce Navitimer, avec ça, je faisais tout, je bricolais, du jardinage, les pires choses, et je la portais sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et je l'ai cassé au moins 3 fois. Alors je peux dire fiabilité, Breitling excellente, hein. Aucun reproche, toujours parfaite, mais quand une fois j'ai fait une chute violente, le bracelet s'est détaché, la montre a fait un vol plané sur le carrelage d'une maison, c'était dans une cuisine. Alors là, bon, le verre, les alitres, mais peu importe, c'était éclaté, les petites aiguilles étaient parties, la masselotte qui fait le remontage automatique était cassée, elle était de toute façon abîmée, rouillée, et la Breitling a fait un boulot fabuleux, ils me l'ont remise à neuf, mais en me repeignant l'index, de ce qu'on voit sur les photos que je t'ai passées, Oui. c'est pas faux, ils ont repeint tout ça pour que ça soit parfait. Et je l'ai cassé une deuxième fois, il y a moins longtemps, en 2015, j'ai fait une chute d'une échelle, et là à nouveau, la montre cassée. Alors Breitling me la remettait à neuf, mais pour la modique somme de 2500 euros, je crois. Oula. Bon, la première fois, j'avais payé 1200 euros. 2005, je me suis dit, ça vaut pas le coup. Et puis, quand même, j'avais cette idée de Speedmaster qui me trottait en tête. Je me suis dit, c'est peut-être le moment de la faire réparer. Je l'ai fait réparer, mais pas remise aux normes. Je me suis dit, elle tourne parfaitement. Elle prend 2-3 secondes par jour, c'est tout. Bon, malgré la chute et malgré tout ce qu'on veut. Et c'est là où j'ai pris la Speedmaster et où je me suis trouvé dans une situation inconfortable. Ça fait rire un peu mes amis en disant, pendant 40 ans, j'étais fidèle à une montre. Maintenant, j'ai 2 montres. Qu'est-ce que je fais? J'étais embêté parce que je savais pas laquelle choisir. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je suis toujours embêté. Je porte beaucoup plus souvent la Speed quand même parce que l'horloger qui me l'a réparé m'a dit, vous savez, c'est une mamie. On peut vous la réparer encore, mais il faudrait pas que vous fassiez des chutes trop importantes. Donc, Bien sûr. je pense aujourd'hui, je suis beaucoup plus prudent que je l'étais. Ouais. Celle qui souffre, c'est la Speed. Ouais. La Speed, Mais justement, cette Speed, pourquoi tu l'as achetée? J'imagine pour le rapport à l'espace, mais qu'est-ce qui fait que, Ouais. qu'est-ce qui fait que tu t'es décidé au bout de 40 ans de fidélité à ton unique montre, cette Navitimer, qu'est-ce qui t'a décidé à en acheter une autre? Je vais te dire, c'est un truc que les collectionneurs doivent connaître. Ah, mais moi, je suis pas collectionneur, mais c'est le manque. Tout simplement, j'étais dans mon lit, la situation, je me suis pété la cheville, je me suis tapé pratiquement 6 mois d'immobilisation, parce qu'une cheville c'est long à réparer. Ma montre était en réparation, j'avais rien. Enfin, j'avais un truc à quartz pas intéressant, juste pour voir l'heure, puis j'avais mon iPhone. Et donc là, je vais regarder les forums, et j'ai commencé par acheter un petit Valjoux, le fameux petit Valjoux, là, qui est très très beau. Mais ça me suffisait pas, parce que je voulais l'espace. C'est là où j'ai fait des recherches sur la Speed, à laquelle j'avais pensé. C'est comme une histoire d'amour au fond. Hein. À l'époque, j'hésitais entre Breitling et Omega. J'avais pris Breitling et puis quand l'occasion s'est présentée, je suis revenu vers Omega, quoi. Ah Maintenant, oui, ouais. Je pense que tous les collectionneurs ou tous les amateurs qui nous regardent ont le même point de vue. Le jour où tu as hésité sur une montre, généralement, on y repasse quelques années plus tard et puis on se dit à l'époque, j'ai pas franchi le pas et là j'y vais, quoi. Je crois que tu as raison. Je pense que c'est ça sûrement. J'avais pas franchi le pas. Puis aussi, j'ai la chance ou la malchance d'avoir plein d'autres passions. Bon, et des passions qui peuvent être onéreuses aussi. Donc les montres, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ce genre d'objet. Mais les appareils photo, j'aime ça. La haute fidélité, j'aime ça, etc. Bon, donc je peux pas tout faire. Et puis j'ai une famille aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. Très très personnel, une montre.
hein, c'est pas un cadeau pour une famille. Hein, quand même. Ouais. Jean-Luc, pour donner envie aux abonnés de la chaîne d'aller sur ton site, je crois que tu expliques hein, précisément tout ce que l'on peut calculer avec chacune des règles qu'il y a sur le cadran. La vitesse, le rythme, etc. Alors, c'est pas tout à fait ça pour le moment, mais je pourrais le faire. J'explique pour l'instant comment est-ce qu'on vérifie sa vitesse, simplement. Ça, c'est bien expliqué. J'ai pas fait des photos pour expliquer comment est-ce qu'on peut faire d'autres choses, mais je peux le faire, bien sûr. De toute façon, ça se trouve sur d'autres sites aussi, mais je pourrais le faire. Oui, mais la différence, Jean-Luc, c'est que toi, tu nous disais au tout début que tu étais prof de maths. Donc, ouais. On peut avoir confiance sur les explications que tu nous donnes dans le domaine. Hein. Ah bah ça c'est sûr que ça tournera pour faire les calculs, on y arrive. Hein. La différence c'est que à l'époque j'avais les yeux parfaits, maintenant faut que faut faire un peu attention, mais elle reste d'une lisibilité extraordinaire. Hein. C'est vrai que par rapport à d'autres, je trouve que même si le cadran, comme tout le monde peut voir, est très très chargé, ça reste parfaitement lisible. Et c'est ce qui m'avait séduit aussi, parce que j'aime beaucoup l'ergonomie. Ils avaient réussi à faire tenir toutes ces informations de manière lisible. Alors, je crois que ce qui est intéressant, alors je vais tenter le risque de faire une généralité de ce que je pense, mais j'ai le sentiment que les amateurs de Breitling, justement, apprécient ce côté chargé, avec de multiples sous-cadrans pour faire plein de choses, et ceux qui aiment moins, comme moi, trouvent ça fouillis. C'est-à-dire pour moi, il y en a trop dans un cadran de Breitling. Et j'ai l'impression que c'est le curseur qui fait que tu aimes ou tu aimes pas. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, écoute, par rapport à d'autres Breitling ou d'autres chronos, je trouve que ça fait pas fouillis. Là, pardon, je suis pas tout à fait d'accord. Je trouve qu'il y a effectivement une grande abondance d'informations, mais il faut aussi savoir ce qu'on veut. On veut un chrono avec le tachymètre, mais on veut aussi une règle à calcul. Bah, il faut bien le mettre. Si on ne veut pas tout ça, bah, si on retire toute la partie règle à calcul, ça devient normal. Donc moi, franchement, ça me gêne pas parce que c'est en termes de fonction. Hein, si tu veux une règle à calcul en plus, il faut supporter que des indices. Ouais. Non, mais mon point, c'était de dire, mon point, c'était de dire, est-ce que tu es d'accord sur le fait que le curseur qui fait que tu es un fan de Breitling ou tu ne l'es pas, s'il devait y en avoir un de curseur, ce serait celui de chargé, trop chargé ou pas assez chargé. Oui, bon, effectivement, je comprends qu'on puisse dire que c'est trop chargé, hein, bien sûr. Bien sûr, mais moi, ça m'a plu pendant des années, puis faire joujou avec, ça avait du charme. Ça m'a fait tout drôle avec la Speed, hein, parce que je trouve qu'elle est toute nue, il y a presque rien à lire. Quoi. Alors, tu sais que dans cet épisode, dans les vidéos sur la chaîne d'Alichus, hein, quel que soit le format, que ce soit petite montre entre amis, duel time, etc., il faut que tu me donnes un adjectif qui, pour toi, résume cette montre. C'est lequel? Si j'ai droit à un substantif, je dirais plutôt la confiance. Ah, mais tu as droit, tu sais, adjectif, nom commun, je prends tout, parce que parfois, ça peut être compliqué. Ouais, confiance. Alors, pourquoi confiance? Déjà, confiance par rapport au produit, on peut dire à la montre, hein, parce que c'est vrai qu'en 40 ans, je peux pas râler, ils ont été parfaits, même si c'est cher, d'accord. Enfin, quand on achète ce genre de joujou, on sait que c'est pas donné non plus. Donc la confiance dans le produit, ça je l'ai toujours. Mais ça va bien au-delà, c'est la confiance par rapport à soi. Moi, ces genres de montres, ça m'a donné une sorte de confiance de me dire, après tout, d'abord, je sais m'en servir, je sais lire ce foutu cadran bien chargé dont on parlait, je sais vraiment faire des opérations compliquées avec, certes, j'ai pas été dans l'espace, mais j'ai confiance. Et puis, il y a un troisième degré encore, alors ça, j'aime bien le développer par rapport à tous ces objets, c'est un peu pareil pour la photo ou la haute fidélité. Si tu achètes un objet très complexe comme ça, avec des gens quand même pas trop bêtes qui l'ont conçu, quelque part, est-ce que ça te rend pas meilleur? Est-ce que ça te pousse pas à être toi-même un peu meilleur en te disant, mince, j'ai cette toquante au poignet, il faudrait peut-être que je sois au niveau de ceux qui l'ont conçu, ce machin, sinon ça sert à quoi si c'est pour faire bien aller mon je suis d'accord. Je suis d'accord, c'est belle réflexion sur le temps qui passe, hein, où on a chacun d'entre nous une capacité à avoir une influence sur ce que l'on fait. C'est d'ailleurs aussi l'ADN publicitaire de Rolex, de toujours parler du dépassement de soi, tu vois. Oui. Et effectivement, pour se dépasser, avoir une montre qui a été faite par des ingénieurs extrêmement brillants qui se sont dépassés pour pouvoir faire des innovations, déposer des brevets, ça peut être aussi une leçon de vie et de nous rappeler à chaque fois qu'on regarde sa montre que pour avancer,
il faut essayer d'aller à chaque fois un petit peu plus loin. Exactement. Exactement. Et ça pousse à en faire un peu plus, hein, c'est vrai. Moi ça m'a vraiment servi à certains moments. Bon, dans les circonstances professionnelles, parfois, on en a marre, on est crevé, les choses vont pas, les collègues ceci, cela. Bon, bah, je regardais mon chrono et ça allait un peu mieux quand même. Et c'était pas pour lire l'heure. Hein. Pas du tout. Comme nous tous, ça peut m'arriver, je le regarde et après je me dis, mais quelle heure il est déjà, je vais pas regarder l'heure. C'est clair. Les amis, Jean-Luc, tu sais que maintenant on va passer à la deuxième partie de cette émission. L'idée, c'est d'essayer de découvrir d'autres montres et au travers des amateurs comme toi, d'essayer de comprendre quels sont comment tu t'y prends pour regarder une montre et savoir si elle te plaît ou elle ne te plaît pas. L'idée, c'est que je te présente 4 modèles de montres et tu devras à la fin voter pour celle que tu préfères. Les abonnés à la chaîne, eux, pourront voter entre 5 montres. La tienne, honnêtement, que tu as vraiment très très bien vendue, la Navitimer Cosmonaut, et les 4 autres que je présente. Et les amis, hein, je m'adresse à vous, vous regarderez en haut à droite sur votre écran sur YouTube, vous avez une petite icône avec un i, vous appuyez dessus et là vous pourrez voter pour l'une des 4 montres. Alors, est-ce que tu es prêt à découvrir la première des 4 montres? Avec plaisir. Avec plaisir. Allez. On va voir. Bon, très bien. Surprise. Qu'est-ce qu'on a? On a une Zenith Pilot Type 20 aéronef de 45 mm. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que j'en pense? Bah, je pense qu'elle est un petit peu chargée, hein, enfin telle que je l'avais vue. Ouais, je suis pas foncièrement emballé, quoi, disons. Voilà. T'es pas emballé, mais attends, Jean-Luc, si là tu la trouves chargée, comment il est le cadran de la Breitling? Il est très très chargé alors. Ah oui, alors bon, pardon, ça dépend. Disons que après mon chrono, le Breitling, après la Speed et compagnie, peut-être que c'est moi qui voudrais des choses un petit peu plus simples. D'accord. Ok. Là, Ok. Donc c'est trop chargé. on reste dans Non pas comparativement à la Breitling, mais par rapport à ce que toi tu souhaiterais. On reste, bah oui, je crois que là, on est quand même un petit peu trop chargé et c'est ça qui me gêne un petit peu. Qui me gêne un petit peu. Mais par contre, je me suis dit, tiens, tu es fan d'aérospatial, d'aviation, une montre d'aéronef très typée, on va dire, années 30, années 40. Je me suis dit que ça pouvait te plaire. Si tu devais donner une note de 0 à 10, tu mettrais combien? Sur cette Zénith là, quand même, bon, je mets la moyenne très largement, hein, bon, dans les 7, ouais, peut-être 7, ouais, entre 7 et 8. Entre 7 et 8. Attention, parce que derrière, va falloir que tu votes pour celle que tu préfères. Il ne faut pas que tu t'approches trop vite de 10. Après, il y aura plus de, tu pourras plus les départager. Et oui, il faut que je les retrouve d'ailleurs, mais bon, d'accord. Alors, la deuxième que je te présente, c'est une Longines Lindbergh, donc bien évidemment Charles Lindbergh, que tu connais probablement mieux que nous, qui est en or jaune, qui fait 38 mm et qui a un beau bracelet, peut-être en galucha, je ne sais pas, mais tout ça avec du bleu, des chiffres romains. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, les chiffres romains, déjà, je crois que tu penses un peu la même chose. Sur une montre, ça me fait toujours un petit peu drôle, ça fait les bonnes vieilles horloges, quoi. Oui. Donc, quelque part, ça me gêne. Par contre, de repasser à un petit format, enfin 38, c'est pas si, par rapport à ce que j'ai, c'est quand même petit. Oui. Ça, c'est bien. Elle me paraît, alors j'ai pas sur les photos, j'ai du mal à apprécier son épaisseur. Elle me paraît quand même très très fine. Hein. J'ai bien l'impression qu'elle est assez fine quand même. Je sais pas. Ça fait partie des critères que je rechercherai aujourd'hui après avoir eu des choses quand même un peu conséquentes, un peu épaisses, hein, sauf le petit Valjoux qui lui est fin. D'accord. Mais sinon, le bon point de la Longines, c'est peut-être sa finesse. Sa forme générale me plaît bien, mais les chiffres romains, tout ça, ça m'ennuie un petit peu. Donc je la mettrais, s'il fallait une note, un petit peu en dessous de la Zénith, quoi. D'accord. 7-8 tout à l'heure, 6-7, quoi. D'accord. Un petit peu. Elle est belle quand même. Hein. Ouais. La même, peut-être avec des chiffres arabes, ça pourrait faire. Mais ouais. Chiffres romains, ça me gêne toujours un peu. Ouais, alors pour le coup, elle a une caractéristique aussi un peu particulière sur les chiffres romains, Jean-Luc, c'est qu'elle a le 4 romain classique, c'est-à-dire le 1 et le V, et le 5, alors que globalement, dans l'industrie horlogère, depuis toujours,
Oui, Le 4, le 4 horloger, c'est un 4. C'est ça, oui, Ouais, tout à fait. tu vois, donc il y a une Et, petite caractéristique et je pense qu'il y a une règle à calcul aussi pour calculer ta position en vol, d'où le nom Lindbergh. Ok. c'est Troisième ça. montre, là, par rapport à ce que tu me dis, j'ai l'impression que ça va plus te plaire. C'est là, alors Là, celle-ci, on a c'est une IWC, une montre de ah oui, pilote Mark 18, hein, vraiment la voilà. descendante des montres d'aviateurs que IWC fournissait à la Luftwaffe de l'Allemagne nazie pendant la guerre. Ouais. Une montre d'aviateur extrêmement épurée, extrêmement lisible, 40 mm. C'est ce que tu cherches. Pas forcément, hein, non, 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 je peux diminuer au contraire. D'ailleurs, je sais pas si tu as bien remarqué, quand j'ai acheté le chrono Breitling, c'était énorme. À l'époque, les montres étaient toutes petites. Oui, Donc, je singularisais. Et comme j'ai toujours été légèrement anticonformiste, enfin, c'est ce qu'on dit autour de moi, aujourd'hui que tout le monde a plutôt tendance à avoir des énormes choses, moi, j'ai envie de redescendre des tout petits. Pourquoi bon, 40, ça commence à faire un peu conséquent quand ouais, même. ouais, Hein. ouais, ouais, c'est vrai, tu as pas Ah, tort. Tu vois, tu as vu l'épisode sur la Hublot Big Bang qui fait 44 mm, qui est effectivement une grosse montre. Je suis assez voilà. d'accord avec toi. Pour nous, Français et Européens, c'est pas impossible que je pense qu'on est en train d'aller vers des plus petites montres, mais il faut pas oublier que les manufactures suisses, hein, on va dire et allemandes également, mais globalement les Suisses, ils font des montres pour autre chose que des Européens, pour le Moyen-Orient, pour l'Asie, pour la Russie. Et là, je pense que on a envie d'avoir des grosses montres. Oui, bon, on le retrouve pour les voitures. Hein. Les goûts des Européens, c'est pas forcément les goûts des Ouais. Chinois. Ouais, Alors, bien. combien tu mets à celle-là? Ah bah oui, Ah, attends, ouais, c'est pas facile, tu connais le règlement, hein. oui, bien sûr. Oui, bah, je la mets encore, bon, peut-être presque en dessous. Je la mets à 5, Tu à la la mets à moyenne. 5. Ok. Ouais, oui, oui. La dernière, j'ai l'impression que ça va pas être ton truc. Ben, j'ai peur que non. Oui, vas-y quand même. Présente-la, vas-y. Mais bon. Ouais, c'est une montre de plongée, une Ball, hein, marque Voilà. très connue qui fait des Ouais. montres de plongée, qui fait vraiment des montres très, très puissantes, mais qui a un ADN de montre de sport et de plongée. Alors celle-ci n'est étanche qu'à 300 mètres, mais ils font des modèles avec valve à hélium, hein, qui sont étanches à 4000 pieds, donc 1200 mètres, comme une Sea Dweller. Merveilleux. Oui, d'accord. Non, mais là, je crois qu'effectivement, c'est pas du tout mon truc. Hein. C'est très chouette les montres de plongée, mais je suis pas plongeur. Bon, voilà, donc non. Puis c'est vrai que j'en ai un petit. Alors, ceci dit, si on juge après pour quelqu'un qui est plongeur, c'est tout autre chose. Hein. Il y a des marques spécialisées pour ça. Il y a à la fois les marques intermédiaires, on va dire, comme Rolex, qui à la fois sur son marché habillé et aussi grande étanchéité. Puis il y a des marques, bah, Doxa. Mon petit chrono Valjoux, c'est un Doxa, et Doxa, j'ai vu, existe toujours, et ils fournissent, ou ils fournissaient, je ne sais pas vérifier, hein, l'équipe Cousteau avec des montres qui descendent à des très très grandes Bien sûr, profondeurs. bien sûr. Tu sais que... Ouais. La recherche une montre vraiment, une plongeuse sérieuse, elle est quand même très très bien, celle-là. Mais alors après, pour mon choix perso, non, Ouais, absolument pas, mais ouais, ça ne tire rien à la montre. ouais, ouais. Bien Non, sûr, puis, bien sûr. Tu on sais que satisfait. Doxa était, alors je me souviens plus exactement, mais au même moment où Rolex a breveté le système de valve à hélium qui a fait qu'ils ont pu sortir des Submariners avec valve à hélium et donc qui sont devenus les Rolex Sea Dweller, Doxa Ouais. à l'époque faisait des choses similaires et ils ont réédité les Doxa Sub 300 qui justement faisaient partie à un moment des équipements de tout l'équipage du commandant Cousteau. Écoute, on va passer au vote pour tout le monde. Hein. Je rappelle le mode de fonctionnement. Vous pouvez voter pour toutes les montres qui ont été présentées aujourd'hui, dont la Breitling Navitimer de Jean-Luc. Et lui, Jean-Luc, il va falloir qu'il nous dise maintenant, parmi ces 4 montres, laquelle il préfère. Alors, je te remonte très rapidement, je résume. Hein. La Zenith Pilote en 45 mm, la Longines Lindbergh en or jaune en 38 mm, la Ouais. IWC Mark 18 en 40 mm, 3 montres d'aviateur, et puis la Ball Engineer Master 2 Diver, une montre de plongée. Alors, cher Jean-Luc, Ouais. qu'est-ce que tu votes? Bon, alors, la plongée, je la retire, mais pour la raison que j'ai dite, hein, on reste dans les aviateurs. Bon, bah, la Longines,
finalement, à la réflexion, je lui ai mis une note plus basse, mais quelque part, c'est la plus petite. Donc, si je suis cohérent avec ce que je t'ai dit, j'ai envie de prendre quelque chose de plus petit. Ce ne sont que ces chiffres romains qui me dérangent un petit peu. Et puis, alors je sais pas ce qu'en pensent les puristes, hein, mais c'est vrai que les 4 bâtons, c'est plus dans l'horlogerie que le V devant. Oui, mais là, moi, Jean-Luc, je peux pas t'aider, c'est à toi de voter, hein. Bah, puisqu'il faut se décider, j'hésite comme ça. Les gens peuvent réagir entre la zénith et puis la longine. Hein, donc, c'est les deux qui restent pour moi. Et même si je mets la zénith au-dessus parce que ça me paraît plus adapté à un usage aviation, voilà. Donc, je mets la zénith en premier, mais pour moi, ça pourrait être la longine si elle avait les chiffres arabes. Donc, je reste sur mon choix, la zénith en numéro 1. Eh bien voilà, victoire Voilà. pour la Zénith. Tu sais quoi, Jean-Luc, j'ai l'impression qu'il va y avoir pas mal de votes pour la Zénith parce qu'on n'en a pas parlé, mais dedans, il y a quand même un calibre, même si pour les non-horlogers que nous sommes, c'est quand même difficile à évaluer, mais il y a un Ouais. calibre, le célèbre calibre El Primero Oh, c'est ça. à Ouais, d'accord. Oui, l'intérieur, je connais deux. qui a marqué l'histoire, qui a été très innovant, qui a failli disparaître, qui a été conservé dans des conditions un petit peu rocambolesques. Oui. Écoute, je ne sais pas ce que j'aurais voté. Les amis, je vous invite vraiment à voter pour la montre qui vous intéresse et surtout de nous expliquer pourquoi. Et puis, on va remercier chaleureusement Jean-Luc. On a vraiment passé un très très bon moment avec toi. Jean-Luc, il m'a contacté comme tout le monde, comme tous les invités sur la chaîne. Il m'a envoyé un petit mail en disant voilà, j'ai regardé Oui. votre chaîne, je passe un bon moment, j'aimerais pouvoir y participer. Je suis basé en Haute-Loire, comment on fait? Eh bien écoutez, on fait un dual time à distance. L'idée, c'est de donner la parole à tous les francophones du monde entier. Donc on a fait Lyon dernièrement, pas très loin de Saint-Étienne, hein, le rival historique du football. Prochainement peut-être quelqu'un du Maroc, des États-Unis. En tout cas, si vous avez envie de participer, n'hésitez pas à me faire signe. Jean-Luc, je te remercie beaucoup. Je te laisse le mot de la fin. Bah, c'est gentil. Merci d'abord, Xavier. Hein. Salut à tous les gens qui nous regardent ou qui vont nous regarder. Et puis surtout, bah, c'est une très bonne idée hein, pour cette chaîne parce que c'est vrai qu'il y a les montres, mais il y a les gens qui vont avec et ça ouvre plein de perspectives vers l'émotion. Et que chacun vive sa passion au mieux de ce qu'il peut. Quoi. Voilà ce que Eh je peux ben, dire. t'as bien résumé le truc, les amis. Delicious, c'est la chaîne de l'émotion sur les montres et sur l'horlogerie. Allez, salut Jean-Luc, Allez. merci beaucoup. Ciao, ciao.